Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Quand on y pense, l'histoire de la médecine, c'est vraiment une quête scientifique fascinante, avec un objectif pour le moins délicat. Comment est-ce qu'on fait pour désactiver la douleur sans désactiver complètement la personne qui souffre? C'est un exercice d'équilibriste permanent. Depuis des millénaires, on essaie de résoudre ce casse-tête monumental. On a eu droit à des découvertes absolument miraculeuses, c'est vrai, mais aussi à des erreurs de jugement aux conséquences tragiques. Donc, l'idée de cette analyse aujourd'hui, c'est vraiment de décoder l'histoire, mais aussi la science, derrière ces fameuses petites pilules qu'on a tous dans nos placards de salle de bain. Première partie, le désastre de l'Oxycontin, ou la crise d'un remède soi-disant sûr. Et pour vraiment saisir à quel point ce défi médical est colossal, il faut qu'on s'arrête 2 secondes sur une catastrophe tout à fait moderne. Faisons un petit bond en arrière, à la fin des années 90. À l'époque, une entreprise du nom de Purdue Pharma lance un tout nouveau produit, l'Oxycontin. Leur promesse, un antidouleur révolutionnaire, ultra puissant, mais, et c'est là le point crucial, prétendument non addictif grâce à un système d'absorption lente. Sauf que, le marketing derrière ça était d'une agressivité folle et totalement trompeur. Les conséquences ont été, pour être honnête, désastreuses. En rassurant le corps médical avec de fausses informations, les prescriptions ont littéralement explosé. Le résultat, une augmentation terrifiante des décès par surdose, multipliée par 8 dans les régions les plus touchées. Au bout du compte, l'entreprise s'est effondrée sous le poids de plus de 8 milliards de dollars de pénalités. 8 milliards. C'est un rappel assez brutal qu'il est extrêmement dangereux de jouer aux apprentis sorciers avec la chimie de notre cerveau. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, le but de la douleur. Pourquoi, au fond, notre corps a-t-il besoin de souffrir? C'est vrai que c'est un paradoxe fascinant. D'un côté, on perçoit logiquement la douleur comme notre pire ennemi, n'est-ce pas? Ça nous distrait, ça nous fait souffrir, ça crée une détresse profonde. Mais de l'autre, c'est notre meilleur ami. C'est un système d'alarme biologique absolument vital. Pour bien comprendre ça, prenons l'histoire de Steve Pitts. Steve est né avec une maladie génétique rarissime, l'analgésie congénitale. En gros, il ne ressent absolument aucune douleur physique. Zéro. Alors dit comme ça, on dirait un super pouvoir tout droit sorti d'un film. Mais la réalité est franchement glaçante. Sans cette alarme interne, il s'est cassé plus de 80 os dans sa vie. Il s'est brûlé et blessé gravement, tout ça sans même s'en rendre compte sur le moment. Sans ce voyant rouge qui clignote dans notre cerveau, notre corps n'a aucun moyen de savoir qu'il est en danger de mort. Et d'ailleurs, ce concept fondamental, il a été compris il y a des siècles de ça. Le génial médecin et philosophe Ibn Sina, qu'on connaît souvent sous le nom d'Avicenne, a carrément révolutionné la médecine médiévale avec une idée toute simple mais brillante. La douleur est un symptôme, pas la maladie. C'est juste une notification, un gros panneau indicateur qui nous crie qu'il y a un problème sous-jacent à régler. Pour lui, le but de la médecine n'était pas de taper sur la douleur comme si c'était un monstre à abattre, mais plutôt de s'en servir comme d'une boussole pour aller soigner la vraie cause du problème. Troisième partie, la quête ancienne. Au programme, démons, poissons électriques et écorce de saule. Si on remonte loin, très loin dans le temps, eh bien nos ancêtres n'avaient pas de scanner ni de diplôme en physiologie. Donc, pour faire taire cette alarme interne, ils employaient des méthodes pour le moins drastiques. Imaginons un instant, pour des douleurs invisibles comme de grosses migraines, on se disait que c'était sûrement l'œuvre de mauvais esprits. La solution? Percer un trou directement dans le crâne pour laisser sortir les démons. Radical, on est bien d'accord. Plus ingénieux peut-être, les anciens Égyptiens et les Grecs utilisaient les décharges de poissons électriques de rivière pour engourdir les nerfs douloureux. Littéralement, de l'électrothérapie antique. Et puis, avec le temps et l'observation de la nature, on s'est rendu compte qu'en mâchant simplement de l'écorce de saule, hop, la fièvre et la douleur diminuaient. Sans oublier bien sûr l'opium brut, c'était un truc très puissant, plutôt réservé à l'élite, mais on savait déjà à l'époque que si c'était super efficace, c'était aussi potentiellement mortel. Quatrième partie, morphine et héroïne, ou comment le remède est devenu une malédiction. Alors là, on arrive au 19e siècle et boum, c'est la révolution chimique. Les scientifiques se sont mis en tête d'extraire la magie antidouleur des plantes, mais en virant les effets toxiques. En 1803, un pharmacien réussit un truc dingue. Il isole le principe actif de l'opium pour créer la morphine, qu'il nomme d'après le dieu grec des rêves. À ce moment-là, on se dit qu'on a enfin dompté la nature. Mais voilà, en 1853, on invente l'aiguille hypodermique. Ça permet d'injecter la morphine directement dans le sang. L'effet est immédiat, mais ça décuple aussi son pouvoir addictif d'une façon complètement incontrôlable. Des tonnes de soldats en sont devenus dépendants. Alors, pour essayer de réparer les pots cassés, les chimistes ont bricolé la molécule pour créer ce qu'ils pensaient être une alternative super sûre, l'héroïne. Et le truc le plus fou dans l'histoire, c'est qu'à la fin des années 1800, l'héroïne était vendue librement, y compris sous forme de sirop contre la toux pour les gamins. C'est complètement surréaliste d'y penser aujourd'hui. Mais sérieusement, comment ces petits composés peuvent-ils nous rendre aussi accros? La réponse est cachée au fond de notre propre biologie.
En fait, notre corps produit ses propres antidouleurs, des substances naturelles qu'on appelle les endorphines. Elles vont se brancher sur des récepteurs spécifiques pour bloquer la douleur et relâcher la dopamine. C'est ça qui donne cette sensation de bien-être, un peu comme après un bon footing. Le gros problème, c'est que les drogues opioïdes viennent complètement pirater ce système naturel. Elles submergent les récepteurs, ça crée une euphorie artificielle massive, et le corps, paresseux, arrête de produire ses propres endorphines. Du coup, il réclame des doses externes de plus en plus grosses. Et quand la drogue vient à manquer, c'est le crash total du système, avec des douleurs de sevrage absolument intolérables. Ce qui nous amène à la 5e partie, les antidouleurs modernes du quotidien. La science qui se cache dans notre armoire à pharmacie. Forcément, vu les dangers énormes des opioïdes, le monde médical a dû chercher des alternatives pour nos petits bobos du quotidien. Et le plus amusant, on est retourné à notre bonne vieille écorce de saule. Pour piger comment ça marche, il faut se pencher sur des petites molécules appelées prostaglandines. Quand une cellule de notre corps est abîmée, elle relâche ces fameuses prostaglandines. Elles ont plusieurs jobs, elles déclenchent l'inflammation pour réparer les dégâts, elles envoient les signaux de douleur au cerveau, mais elles font aussi un truc très important, elles protègent la paroi de notre estomac contre son propre acide. Les cousins synthétiques de l'écorce de saule, comme l'aspirine ou les anti-inflammatoires, eh bien, ils marchent en bloquant simplement la fabrication de ces prostaglandines. Du coup, moins d'inflammation, bye bye la douleur, mais bye bye aussi le bouclier protecteur de l'estomac. C'est exactement pour ça que prendre trop d'aspirine, ça peut donner de méchants ulcères. Et ça nous met face à un vrai dilemme de pharmacie moderne. D'un côté, on a les anti-inflammatoires, comme l'aspirine ou l'ibuprofène. On sait exactement comment ils fonctionnent, ils sont super efficaces, mais on vient de le voir, ils tapent sur l'estomac et peuvent même fatiguer les reins. De l'autre côté, on a le paracétamol. Son histoire est dingue d'ailleurs. Il a été découvert par pur accident au 19e siècle pendant des recherches sur les vers intestinaux. Aujourd'hui, il a conquis le monde. Il casse la fièvre, il enlève la douleur et en plus, il laisse l'estomac tranquille. Tant qu'on respecte les doses pour ne pas bousiller le foie, c'est hyper sûr. On en donne aux bébés, aux femmes enceintes, à peu près tout le monde en prend. Mais du coup, avec l'omniprésence totale de cette petite pilule blanche qu'on a tous gobée un jour ou l'autre, il y a une question qui donne un peu le vertige. Comment est-ce que le paracétamol, ce fameux remède miracle qui évite à la fois les pièges mortels des opioïdes et les trous dans l'estomac de l'aspirine, comment fait-il exactement pour couper la douleur? Eh bien, c'est là qu'on tombe sur l'un des plus grands mystères de la médecine d'aujourd'hui. La science ne le sait toujours pas vraiment. Je sais, c'est complètement fou. On a fait des décennies d'études, on a des équipements de pointe, on en a consommé des milliards de boîtes à travers la planète, et pourtant, les chercheurs n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur le fonctionnement biologique exact du paracétamol. On voit bien qu'il se décompose, on se doute bien qu'il bricole quelque part dans le cerveau la moelle épinière pour bloquer les signaux, mais le mécanisme précis, ça reste super flou. C'est quand même dingue de se dire que la solution mondiale à un problème qui nous embête depuis la préhistoire reste une espèce de boîte noire scientifique. Alors, pour clore cette analyse, on va prendre une petite seconde pour méditer sur une phrase du docteur John Bonica, le pionnier de la médecine moderne de la douleur. Il a dit « Lorsque la douleur est difficile à traiter, elle commence à perdre son but utile et devient une force physiquement et psychologiquement destructrice. » Honnêtement, ça résume à la perfection le paradoxe complètement fou de notre corps. D'un côté, on est génétiquement programmé pour avoir besoin d'avoir mal pour survivre. Mais de l'autre, on s'en remet entièrement à la science pour arrêter ce système d'alarme quand il disjoncte et qu'il devient juste une torture gratuite. C'est un numéro de funambule perpétuel. Et quand on réalise que la science moderne n'a même pas encore percé tous les secrets d'un simple cachet de paracétamol, on est en droit de se demander quels autres secrets incroyables notre propre corps nous cache-t-il encore ?